Chapitre 5 Noyau, masse et énergie. Paragraphe 1 Équivalence entre masse et énergie. 1.1 Relation d'Einstein. Toute particule de masse m possède une énergie E donnée par la relation E égale à mc². Avec c, c'est la célérité de la lumière, ou bien ce qu'on appelle aussi la vitesse de la lumière, qui est à peu près égale à 3 puissance 8 mètres par seconde. L'unité de l'énergie, c'est en joules, la masse, c'est en kilogrammes, et c, c'est mètres par seconde. Paragraphe 1.2 Unité de masse et énergie. Paragraphe A. L'unité de masse atomique notée U. En physique nucléaire, on exprime la masse d'un noyau ou d'un atome en unité de masse atomique de symbole U, tel que une unité de masse atomique égale à 1,66 10 puissance moins 27 kg. Unité d'énergie électron-volt. L'unité joule est inadaptée, trop grande. On utilise plutôt l'électron-volt, qui est égal à un électron-volt à peu près égal à 1,6 10 moins 19 joules, et aussi le MeV, un MeV égal à 1 10 puissance 6 électron-volts, c'est à peu près 1,6 10 moins 13 joules. Paragraphe C. L'énergie correspond à la masse atomique. Exemple, déterminer l'énergie de masse E pour une masse en unité en joules et en MeV. La masse d'un proton, c'est à peu près égal à 1,66054 10 moins 27 kg. Son énergie, d'après la relation d'Einstein, c'est 1p fois c carré. C'est une unité de masse atomique fois c carré. C'est 1,66 10 moins 19 fois à peu près 3 10 puissance 8 au carré. Ça donne une valeur E égale à 931,5 MeV. Donc, une unité de masse atomique égale à 931,5 MeV, c'est moins 2. C'est la relation qu'on va utiliser dans le chapitre de la physique nucléaire. Paragraphe 2. Énergie de liaison d'un noyau EL. Notez EL. Paragraphe 2.1. Défaut de masse du noyau delta M. Des mesures précises montrent que la masse du noyau d'un atome est toujours inférieure à la somme des masses de ses nucléons pris individuellement. Cette différence est appelée défaut de masse, noté delta M, tel que delta M égale à Z. C'est comme vous savez que le noyau est formé par Z protons et N neutrons, donc le défaut de masse delta M égale à Z fois MP, la masse du proton, plus 1 moins Z, la masse du neutron, moins la masse du noyau. Donc, delta M est strictement supérieur à 0, où MP et M1 sont respectivement la masse d'un proton et la masse d'un neutron. Exemple, calculer delta M pour le noyau d'hélium. Donnez la masse du neutron, c'est 1,0087 unités, MP égale à 1,0073 unités, et la masse de l'hélium 4,2 égale à 4,0015 unités. Donc delta M, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure, c'est 2 fois MP plus 2 fois Mn moins la masse de l'hélium. C'est à peu près égal à 3,05 10 moins 2 unités atomiques. Paragraphe 2.2. L'énergie de liaison d'un noyau noté EL. L'énergie de liaison d'un noyau noté EL est l'énergie que le milieu extérieur doit fournir à un noyau X à Z au repos pour le dissocier en nucléons séparés au repos. Donc EL, c'est delta M, c'est le défaut de masse qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on a montré, multiplié par C au carré. C'est comme vous voyez, la relation est devant vous. Donc l'énergie de liaison est strictement supérieure à 0, car delta M est strictement supérieur à 0. Donc pour bien comprendre la tâche, on prend un exemple. Calculer l'énergie de liaison pour un noyau d'hélium He42. EL égale à delta M fois C carré. Delta M de l'hélium, on a déjà trouvé, c'est 3,05 10 moins 2 unités fois C au carré. Donc on remplace une unité atomique par 931,5
MeV C-2, on simplifie C-2 avec C carré, ça donne que l'énergie de liaison de l'hélium c'est 28,41 MeV. Énergie de liaison par nucléon noté E. L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau noté E est l'énergie de liaison EL divisée par A, qui est le nombre de masses. Avec EL, c'est l'énergie de liaison en MeV, et A, c'est le nombre de masses. L'unité de E, c'est MeV par nucléon. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. Donc, je pense que la phrase est claire. Plus que le noyau est stable, plus que son énergie de liaison par nucléon est grande. On prend un exemple, calculez E, l'énergie de liaison par nucléon pour un noyau d'hélium. Donc, comme vous savez, l'hélium, d'après la formule, on trouve que 7,10 MeV par nucléon. Paragraphe 2.4, on va voir ce qu'on appelle la courbe d'Aston. La courbe d'Aston représente l'énergie de liaison par nucléon noté moins EL sur A en fonction de A. Permet de comparer la stabilité des noyaux atomiques. Donc, il est devant vous, comme vous voyez. L'axe des X, on a A, et l'axe des ordonnées, on a moins EL sur A. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que les noyaux stables se situent dans la région A, limitée entre 40 et 195. Ce sont des noyaux stables, qui ne subissent pas de désintégration, bien sûr. Les réactions de fusion nucléon affecteront les noyaux les plus légers, c'est-à-dire qui ont A strictement supérieur à 195. Les réactions de fission nucléaire affecteront les noyaux les plus lourds, A inférieur à 40. Donc on va voir plus tard ce qu'on appelle la fission et la fusion. Paragraphe 3. Fission et fusion nucléaire. Paragraphe 3a. La fission nucléaire. Définition. La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd éclate, généralement en deux noyaux plus légers, sous l'impact d'un neutron thermique. Exemple, l'uranium 235-92, on va la bombarder par un neutron, un zéro, ça donne deux atomes Cr et Rp plus légers que l'atome de l'uranium plus 3 neutrons. La fission nucléaire est une réaction en chaîne. Il produit des neutrons qui peuvent provoquer d'autres réactions de fission. La réaction en chaîne doit être contrôlée pour qu'elle ne soit pas explosive, le cas de la bombe A. Lorsque la fission est contrôlée, c'est le cas de des réacteurs plutôt nucléaires. Paragraphe 3.2. La fusion nucléaire. Définition. Il y a fusion nucléaire lorsque deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd. C'est le cas contraire de la fission. Exemple, vous avez deux isotopes d'hydrogène, H2O et H1O. Ils peuvent former un noyau d'hélium 3,2. La fusion n'est possible que si les deux noyaux possèdent une grande énergie cinétique pour vaincre les forces de répulsion électrique plutôt. La fusion se produit naturellement dans les étoiles, dans une bombe thermonucléaire appelée bombe H. La fusion nucléaire est incontrôlée et explosive. Paragraphe 4. Bilan énergétique d'une réaction nucléaire. Cas général. On considère une transformation nucléaire quelconque. Comme vous voyez, x1 plus x2, ça donne x3 plus x4. xi représente un noyau ou une particule. L'énergie de cette réaction est de la forme delta E égale à delta 1 fois CO au carré. Donc, c'est-à-dire que l'énergie libérée égale la masse des produits moins la masse des réactifs fois CO carré. Comme vous voyez, paragraphe 4.2, bilan énergétique de la fission plutôt. Exemple, vous avez un exemple,
L'énergie produite au cours de cette réaction nucléaire est, comme vous voyez, delta E égale à delta M C au carré. On remplace les masses des réactifs et des produits et on tombe sur la valeur delta E égale à moins 0,18727 unités atomiques fois C carré. On sait qu'une unité atomique égale à 931,5 c'est moins 2. Donc delta E, on va remplacer et on tombe que delta E égale à moins 174,46 MeV. Il est inférieur à 0 parce qu'il s'agit d'une énergie libérée au cours de cette désintégration. 4.3. Bilan énergétique de la fusion. De la même façon, on prend cet exemple-là. L'énergie produite au cours de cette réaction nucléaire, comme tout à l'heure, sigma des masses des produits qui est l'hélium et le neutron moins les masses d'hydrogène des deux isotopes d'hydrogène, et ça donne finalement que on passe par la même procédure et on tombe sur la valeur delta E égale à moins 17,6 MeV, c'est moins 2, c'est toujours négatif parce qu'il s'agit d'une énergie libérée au cours de cette désintégration. 4.4. Bilan énergétique des réactions nucléaires spontanées. Pour les réactions nucléaires spontanées, l'énergie de la réaction delta E est toujours inférieure à 0 et toujours négatif. C'est-à-dire que le système est exoénergétique, c'est une énergie libérée. Donc l'énergie libre, c'est la valeur absolue de delta E qui est positive. Paragraphe A. Cas d'une désintégration radioactive alpha. L'équation de cette désintégration est la suivante. Vous savez, on a déjà vu ça dans le chapitre 1. Et l'énergie libérée au cours de cette réaction, on va essayer de procéder de la même façon et on tombe sur la même relation. Et de la même façon, ce qui concerne la désintégration bêta-, c'est la même chose. Et de la même façon, on travaille sur la radioactivité bêta+. Donc, remarque importante, au cours des réactifs nucléaires, l'énergie libérée se transforme en énergie cinétique reçue par les noyaux fils et les particules émises, et en énergie électromagnétique dans le cas d'un rayonnement gamma. Cinquièmement, effet biologique des rayonnements radioactifs. L'action des rayonnements radioactifs sur les tissus dépend de plusieurs paramètres. Du nombre de particules reçues par seconde, de l'énergie et de la nature de chaque particule, du fractionnement de la dose reçue, de la nature des tissus touchés. Les applications de la radioactivité, traitement des tumeurs, analyse chimique, stérilisation, conservation.